Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Aude, bonjour Sylvie, bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui porte sur les bons gestes à adopter pendant la période estivale. C'est l'été, j'espère qu'il fait beau chez vous. Donc l'idée c'est d'être pendant une petite heure, oui, une petite heure ensemble pour voilà, vous donner quelques petits, quelques petites informations de prévention, quelques petits gestes à adopter, éventuellement aussi les gestes à ne pas adopter, les conduites à tenir par rapport à un certain nombre de choses auxquelles on peut être confronté toutes et tous pendant cette période estivale. L'idée, c'est vraiment de ressortir de ce webinaire avec un certain nombre d'éléments, voilà, pour passer un été serein, un été en toute sécurité. Donc, nous sommes 12 personnes de connectées pour l'instant. Donc, les personnes vont arriver au fur et à mesure et on va pouvoir démarrer. Alors, on a l'occasion d'être pendant une heure, plutôt l'occasion, la chance d'être avec Monsieur Le Bouffon-Gilda, qui va se présenter, voilà, qui est médecin urgentiste et médecin généraliste, mais il pourra se présenter d'ici quelques minutes. Donc, 12 personnes de connectées. Bonjour à toutes et à tous. On va encore attendre quelques minutes et avant de démarrer. Alors, pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà connectés, je vous donne quelques éléments techniques par rapport à ce webinaire. Donc, sachez que vos caméras et vos micros ne sont pas activés, mais vous avez la possibilité et on vous invite vivement à utiliser cette fonction. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonction chat. Alors en fonction de vos, euh, de vos interfaces, mais a priori, généralement, c'est plutôt au niveau du bas de votre écran. Vous avez la fonction chat. Donc voilà, vous avez la possibilité de réagir, vous avez la possibilité de poser des questions. Si vous avez des interrogations, c'est vraiment l'occasion. On pourra y répondre. Enfin, le docteur Le Bouffant pourra y répondre avec grand plaisir. Donc ça, c'est le premier point technique. Le second point technique, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous allez être redirigé vers un petit questionnaire de satisfaction. Donc là aussi, on vous invite vivement à répondre aux questions pour savoir ce que vous avez pensé de cette conférence, de ce format virtuel d'une heure. Et voilà, d'avoir des éléments de bilan qui nous permettra d'ajuster le cas échéant pour les prochaines conférences, les prochains webinaires. Donc ça, c'était le second point technique. Et ensuite, vous le verrez, alors on va aborder un certain nombre de thématiques avec Monsieur Le Bouffant, donc des thématiques liées à la période estivale. Et donc, on fera des moments de pause pour voilà, faire un point sur les questions, les interrogations, et de façon à ce qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. 18h32, 12 personnes de connectées, il n'y a pas de nouvelles personnes de connectées. Donc, je pense qu'on va pouvoir peut-être démarrer. Les personnes vont pouvoir arriver et prendront le fil du webinaire. Je pense avoir tout dit. Donc, à nouveau, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les formuler via l'onglet chat. Et donc, on va pouvoir démarrer, donc pour mémoire, une conférence en ligne sur les bons gestes à adopter pendant la période estivale. Monsieur Le Bouffant, je vous laisse la parole. Merci Nordine, merci. Bonjour à tous. Je suis le docteur Le Bouffant. Je suis effectivement médecin généraliste et médecin urgentiste et je suis installé sur la côte nord de la Bretagne. Si je vous précise ça, c'est parce que comme c'est un lieu quand même plus particulièrement de vacances souvent, j'ai été amené un certain nombre de fois effectivement à me trouver en présence des incidents, des accidents de l'été qui peuvent un petit peu gâcher ou beaucoup gâcher l'été et les vacances. On va essayer de faire un petit peu un, un, le tour des différents petits problèmes qu'on peut avoir. Alors, le diaporama que je vais vous présenter, il envisage différentes situations. D'abord, j'avais voulu prendre un petit peu les différents éléments de l'été, ce que représente l'été pour tout un chacun, puisque l'été, c'est évidemment c'est caractérisé par le soleil. Le soleil, c'est particulièrement la chaleur. Donc en été, c'est les bains, les baignades d'une manière générale, les balades, les randonnées dans la nature,
voilà, la fréquentation d'une nature sauvage, mais c'est aussi avec tous ces charmes et tous ces petits incidents, des incidents qui sont aussi favorisés par le fait qu'on est pas mal déshabillé, pieds nus, souvent, avec les vêtements minimums, voilà. Et donc, la fréquentation de cette nature nous amène à être au contact, par exemple, d'animaux qui vont être plus ou moins sympathiques, plus ou moins irritants. Mais malgré tout, on essaie d'en profiter un maximum, on essaie de se donner le maximum de liberté, on essaie d'oublier un petit peu les problèmes qu'on peut avoir. Euh, et donc, là, les conseils ou les petites informations que je vais pouvoir vous donner vont simplement faire en sorte qu'on soit plus décontracté parce que il faut toujours prévoir l'imprévu de façon à ce que on ne soit pas euh, comment dérangé et un petit peu pourri par ce qui peut se passer pendant cette période-là. Et si on peut éviter d'avoir à se retrouver à passer plusieurs heures dans des services d'urgence absolument débordés, c'est quand même bien d'avoir anticipé et d'avoir su un petit peu se protéger et se préserver. Alors, si on reprend l'élément principal de l'été, qui est le soleil, c'est la chaleur et dans le soleil, il y a aussi le rayonnement qui nous permet de bronzer et d'avoir une jolie couleur, pas brûlée, comme on dit. Ils sont les ultraviolets. Du coup, deux données. La chaleur, ça nous fait du bien, mais en même temps, ça peut être responsable d'une déshydratation, mais aussi d'une augmentation de la température qu'on peut ne pas bien contrôler, la température corporelle, et c'est ce qu'on va appeler le coup de chaleur qui peut donner des malaises. Les UV, les ultraviolets, eux, ils nous font bronzer, c'est super, mais ils ont cet inconvénient, s'il y en a trop ou si on y reste trop longtemps exposé, de provoquer une réaction, une action chimique trop forte sur la peau, puisque c'est un rayonnement en fait qui a une action chimique sur notre peau. C'est pas un rayonnement, c'est pas une action de brûlure, c'est une brûlure chimique. C'est pas comme une brûlure thermique quand on pose la main sur un fourneau. C'est vraiment une action chimique plus proche de l'action d'un acide que de l'action d'une source de chaleur. Du coup, évidemment, sachant le coup de chaleur, c'est vraiment très bête à prévenir en fait. Hein. Il faut juste se dire que euh, quand il fait très chaud, eh ben, il faut essayer de se mettre à l'ombre pour se protéger. Sinon, on va avoir des symptômes qui vont être variables. D'abord, on va avoir très soif quand même. Ça, c'est sûrement le premier signe qu'on va constater parce que le coup de chaleur, il s'accompagne obligatoirement d'une déshydratation. On va avoir très soif et du coup, on va se sentir fatigué. Hein, on va plus arriver à marcher. C'est souvent le coup de chaleur survient souvent quand on est en train de faire un exercice physique prolongé, une marche, les randonnées. L'été, c'est absolument extra. Hein, c'est un bonheur absolu. Alors quand elles sont au soleil, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'on a vite chaud et si on n'a pas prévu de quoi se protéger et de quoi s'hydrater, on va avoir cette sensation de soif et de fatigue qui va s'installer et jusqu'à éventuellement le malaise. Le corps n'arrive plus à réguler sa température, il se met à dépasser, on va voir ça, la température maximum et à ce moment-là, le système cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux se mettent à baisser leur action et la tension chute et on peut faire un malaise. Comment on fait pour prévenir le coup de chaleur? Alors, c'est pas très difficile, comme je vous disais, il faut boire abondamment et préventivement, il ne faut pas attendre d'avoir soif, mais il faut boire régulièrement de l'eau.
hein. C'est l'eau dont on a besoin, hein, et rien d'autre. Alors après, ça peut être de l'eau améliorée, hein, mais il faut de l'eau. Ça, c'est sûr. La bière rafraîchit bien, hein, mais ça ne remplace pas l'eau. Le cidre rafraîchit aussi, mais ça ne remplace pas l'eau. Euh, donc, c'est important de boire abondamment, de boire de l'eau. Euh, Par ailleurs, ben, il faut se mettre à l'ombre. C'est assez simple, hein. L'ombre est beaucoup plus fraîche que quand on est au soleil. Ça paraît bête, hein, à dire, mais c'est quand même important. Il faut se mettre à l'ombre. Il ne faut pas hésiter aussi à se couvrir la tête, à se mettre un chapeau qui va protéger en direct le crâne. Et c'est un élément important à protéger de la chaleur. Et puis, se protéger aussi avec un vêtement qui non seulement va protéger des coups de soleil, mais va aussi protéger de l'augmentation trop forte de la chaleur en permettant d'avoir une interface entre les rayons calorifiques et, et la peau. Le, Ça, c'était pour les coups de chaleur, évidemment. L'autre élément, c'est les ultraviolets. Euh, Donc, j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec le mauvais coup, c'est le mauvais coup de soleil, évidemment. Euh, les, donc, comme je vous disais, les rayons ultraviolets peuvent tout à fait être présents alors que le soleil, lui, est voilé, hein. Et à ce moment-là, on a moins chaud, on se dit, oh, ça va, je ne risque rien, je peux rester sur la plage, le soleil est voilé, je ne vais pas avoir de problème. Et en fait, si cette légère couverture nuageuse va filtrer les rayons de, calorifiques, mais par contre, les ultraviolets, eux, vont passer, et c'est souvent par ciel voilé, légèrement couvert, qu'on va voir les coups de soleil les plus importants, qui souvent ça se révèlent un petit peu plus tard dans la journée. On s'expose dans l'après-midi, on passe la journée à la plage ou au bord d'un lac, et puis on est très dévêtu parce on est bien. Et puis en fait, c'est le soir que ça se met vraiment à chauffer fort et qu'éventuellement on voit apparaître les petites bulles qui sont le signe vraiment d'une brûlure qui peut être une brûlure relativement profonde, hein. À partir du moment où il y a des petites bulles d'eau sur la surface érythémateuse, sur la surface rouge de la peau, hein, le rouge caractéristique du coup de soleil, à partir du moment où il y a des petites bulles, ça veut dire qu'on a brûlé au deuxième degré. C'est un deuxième degré superficiel, mais c'est un deuxième degré. Donc, la protection, c'est toujours le vêtement, ça c'est idéal, ou c'est la crème solaire indice maximum 50. Ne pas hésiter à utiliser des crèmes solaires qu'on utilise pour les enfants. Ces crèmes-là, elles ne vont pas vous empêcher de bronzer. Ne vous imaginez pas que si vous mettez de la crème solaire, vous n'allez pas bronzer. Vous allez pouvoir euh, être exposé euh, sans attraper de coups de soleil, ce qui est différent. Si vous vous exposez plus longtemps que ce que vous seriez exposé, vous allez quand même attraper un coup de soleil. Mais si vous vous exposez le temps raisonnable auquel il faut s'exposer, vous n'aurez pas de coup de soleil, mais vous bronzerez quand même. Ça n'empêche pas, c'est pas un écran, même ce qu'on appelle l'écran total. Ça s'utilise quasiment plus maintenant, ce terme-là. On parle plutôt d'indice, indice 50. Et ça n'empêche pas de bronzer. Il faut bien se dire ça. Ceci étant, les crèmes, les protections solaires, il faut en remettre régulièrement. On considère qu'il faut en remettre toutes les 2 heures. Ou bien, quand on est allé se baigner, il faut en remettre. Tenir compte aussi du fait que les crèmes solaires, ce sont des produits chimiques qui sont pas trop écologiques. Donc, si vous allez vous baigner après avoir mis de la crème solaire, eh ben, vous allez laisser votre crème solaire dans l'eau. Et du coup, ça va être quand même moins pratique. Enfin, pas moins pratique, moins écologique surtout. Et vous allez donner de la crème solaire à manger aux poissons. Donc, si vous pouvez essayer de surtout essayer de choisir une crème solaire qui soit assez écologique, ça peut être pas mal.
Il y en a maintenant de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus. Le traitement des coups de soleil, c'est le traitement des brûlures. Donc, ça peut être intéressant quand on part en vacances d'avoir prévu un tube de biafine. Ça se conserve quand même assez longtemps. Ça sert à plein de choses et surtout, ça permet de se traiter les coups de soleil qu'on pourra avoir. Ça vous évitera de vous précipiter à 22 heures le soir dans le service d'urgence le plus proche de votre lieu de vacances et d'aller passer des heures à attendre dans la salle d'attente juste pour que, en fait, on vous dise simplement, bah, écoutez, il faut mettre de la biafine sur vos coups de soleil. Voilà, ça, éviter, c'est en soi l'urgence là d'un coup de soleil, ben, c'est une urgence, c'est douloureux, hein, c'est clair, mais l'urgence de traitement, ben, c'est de mettre de la biafine. Donc, si vous pouvez éviter les urgences, ce sera quand même mieux pour vous et pour les, les vraies urgences qui sont là à attendre. Voilà. La protection, évidemment, la crème solaire, mais évidemment les vêtements, les vêtements légers, pas trop épais, bien sûr, mais et plutôt clair. Le vêtement sombre va plutôt laisser passer plus facilement les UV que les vêtements clairs. Il n'y a pas que le soleil, évidemment, hein, avec les problèmes qu'on peut avoir. Il y a la chaleur, ça fait souvent sortir un certain nombre d'animaux, et à commencer évidemment par les serpents qui sont souvent assez effrayants. Et quand on est à se promener dans la nature, dans les hautes herbes, dans les rochers, dans la campagne, en montagne, on peut être amené à rencontrer des serpents notamment. Alors, dans les serpents, en fait, il y a pas mal de sortes de serpents, mais en France, on a une espèce hein, de serpent qui est plus particulièrement venimeuse, c'est la vipère. La vipère, la couleuvre aussi est capable de mordre, mais en fait, la couleuvre, elle a des crochets qui sont très loin dans la gueule, et du coup, elle n'arrive pas à mordre un être humain, parce qu'on est un peu trop gros quand même. On n'a pas des pattes assez petites pour se faire mordre. Mais par contre, la vipère, elle, ses crochets sont devant, et donc elle mord. Alors normalement, les serpents, ils sont effrayés par les hommes parce que ils aiment pas, ils ont la trouille, ils ont raison. Et comme ils sont sensibles, euh, on va en reparler, normalement, ils fichent le camp quand on arrive. Le, il faut se dire que un serpent, normalement, euh, on n'a pas le droit de le tuer théoriquement, hein. C'est un animal qui est protégé par la loi. Il est utile à la nature pour réguler les petits animaux, les rongeurs, etc. Enfin, et donc, il faut normalement, on ne tue pas un serpent. Surtout qu'il a plus peur que nous, en fait, hein. Donc, quand il mord, c'est qu'il a été surpris. Alors généralement, on se rend pas, enfin généralement, on se rend pas toujours compte du fait qu'il y a un serpent et on peut sentir la morsure sans forcément avoir vu le serpent. Après, moi j'ai vu des situations où euh, quelqu'un arrivait, un enfant arrivait et ses parents me disaient on croit qu'il a été mordu par un serpent. Et en fait, on ne voyait sur la cheville que deux petits points espacés de 2 centimètres. Et donc, sans avoir de preuve que c'était un serpent. Parce que parfois, on ne voit pas, on voit juste que les points des crochets. S'il y a eu quand on a été mordu, on n'a pas été forcément envenimé. Le serpent n'a pas forcément injecté, il n'a pas eu forcément la possibilité d'injecter son venin. Donc, il va falloir en fait surveiller localement ce qui se passe de façon à voir s'il y a une réaction effectivement d'envenimation qui apparaît ou pas. En pratique, euh, alors en prévention, je vous disais, il faut ne pas surprendre le serpent, notamment si on marche dans des rochers, si on escalade un muret ou quelque chose comme ça. Bien, plutôt faire du bruit, faire des vibrations de façon à prévenir le serpent puisqu'il ait le temps de se carapater, hein.
Euh, alors, je vois dans les questions, si on parle de la question sur le soleil, Valérie demande si on a un Tout à, capital solaire. tout à fait, Oui, Monsieur Le Gouffin. Si on peut revenir quelques ouais, minutes sur la catégorie tout à fait. été, soleil, coup de chaleur. Donc, effectivement, Valérie se posait la question de savoir si on a réellement un capital soleil. Alors, on a un capital solaire absolument, mais euh, ça dépend de la nature de peau que l'on a. Euh, et ça, c'est complètement. On sait, plus les peaux sont claires, plus elles vont être sensibles au soleil et plus elles vont attraper facilement de coups de soleil. Plus une peau est foncée, plus elle va être accepter du soleil sans s'abîmer. Ceci étant, ce capital-là, on ne sait pas l'évaluer plus que d'apprécier la teinte de la peau et la capacité à réagir au soleil ou pas. Et donc, c'est ça ne se mesure pas. Hein, on ne peut pas dire, tiens, toi, tu as tel capital, tant d'heures d'exposition solaire, et toi, possible. Donc, en fait, ce capital-là, ce qui est sûr, c'est que il y a une dose de soleil qui va être de plus en plus toxique et qui va risquer de provoquer des mutations, puisque je vous ai dit que c'était des brûlures chimiques, qui va provoquer des mutations au niveau des cellules de la peau et provoquer éventuellement l'apparition d'un cancer sous forme d'un mélanome ou donc, c'est cette espèce de grain de beauté qui se met à grossir et à s'étendre. Plus on a de grains de beauté sur la peau, plus il faut se méfier. Donc, ces petites taches qui ne sont pas en relief, hein, qui sont planes, plus on en a sur la peau de différentes tailles, plus il faut s'intéresser, enfin, se faire attention au fait de s'exposer au soleil et de ne pas attraper de coups de soleil. Voilà, ça peut être un indicateur du fait que le capital solaire est assez faible quand on a des tâches comme ça sur la peau. D'accord. Très bien. Merci Voilà, beaucoup. je reviens sur les serpents. Donc, si pense avoir été mordu, alors, c'est pas la peine de paniquer. C'est pas, il faut sûrement pas essayer d'attraper ou de tuer le serpent ou j'ai vu ça une fois, hein, des gens arrivés aux urgences, ils avaient attrapé le serpent qu'ils avaient tué et ils l'avaient mis dans un bocal pour qu'on voit ce que c'était. D'abord, c'est pas évident. C'est pas si évident que ce qu'on dit de différencier une vipère d'une couleuvre. Si on essaie de l'attraper, et on risque de se faire mordre vraiment. Je vous ai dit que normalement, on n'a pas le droit de tuer une vipère qui est protégée. Donc, il faut se mettre au repos tranquillement, appeler le SAMU, le centre 15. Alors, avec les téléphones portables, on peut aussi faire le 112, qui est un numéro européen d'urgence. Et puis, le médecin que vous aurez au centre 15 vous donnera les informations nécessaires pour vous acheminer tranquillement, soit avec les pompiers, soit selon les circonstances, par d'autres moyens, pour être pris en charge aux urgences et être surveillé aux urgences. Mais à chaque fois, une suspicion de morsure de serpent nécessite d'être surveillé quelques heures aux urgences. C'est absolument indispensable si on veut éviter les complications qui sont rares, hein. C'est pas si fréquent que ça qu'on ait des complications, mais il y en a. Moi, j'en ai vu, j'ai dû en voir deux ou trois dans ma carrière. Alors, c'est vrai que sur 40 ans de carrière, ça fait pas beaucoup, mais il y en a. Alors, autre chose à ne pas faire, et ça, j'insiste parce que souvent, c'est de mettre un garrot. Un garrot, ça bloque la circulation. C'est à ça qu'il est destiné, mais ça a justement, parce que ça bloque la circulation, ça a des effets qui peuvent être très très nocifs sur toute la partie du membre qui n'a plus sa circulation correcte. Et un garrot qui a été mal posé
sans prendre les précautions nécessaires, il sera plus dangereux que bénéfique compte tenu de la situation à l'heure actuelle, si on est en France ou dans un pays européen. Alors, je ne vous parle pas des serpents excessivement venimeux des pays exotiques ou en Afrique ou en Inde. Ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, pour ce qui est des serpents sur le territoire français, la solution, c'est d'appeler le SAMU, de rester au repos et d'attendre les conseils que vous donneront les médecins du SAMU. Alors, dans les animaux qui peuvent être un petit peu désagréables, il y a évidemment les abeilles, les guêpes, les frelons. C'est ce qu'on appelle les hyménoptères. Il y a une grosse différence entre ces insectes-là, entre les guêpes et les abeilles, ou entre les... Alors, guêpes, frelons, c'est à peu près le même combat. Les abeilles, par contre, ont cette particularité que elles piquent vraiment pour se défendre, et vraiment exclusivement pour se défendre. Et une abeille qui pique, elle sait qu'elle risque sa vie parce qu'en fait, son dard a des petits barbillons un petit peu comme un hameçon, et que quand il est rentré dans la peau, il reste dans la peau, et donc quand l'abeille s'envole, ça arrache le dard, la petite poche à venin qui est au bout, et l'abeille, elle, va mourir d'avoir perdu cette partie de son corps. Donc, le dard de l'abeille, souvent on le voit, c'est une petite épine noire comme ça, qui a une toute petite poche à venin au bout. Si vous l'attrapez avec les doigts pour l'enlever, vous allez appuyer sur la poche à venin et injecter le venin de l'abeille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre une pince à épiler, par exemple, et puis attraper au ras de la peau le dard et le retirer comme ça, de façon à ne pas appuyer sur la poche à venin. Si vous n'avez pas de pince à épiler, ce qui paraît assez possible et probable si vous êtes en randonnée, avec un couteau, vous allez raser en quelque sorte la peau et attraper le dard comme ça avec le tranchant du couteau pour le sortir de la peau. Il se sort sans difficulté majeure. Même, c'est ça qui est étonnant, c'est que aussi bien il arrache l'abdomen ou le ventre de l'abeille, mais par contre, à retirer comme ça, on le retire assez facilement. Une abeille, c'est fragile en fait, hein. Les guêpes et les frelons, ils ne laissent pas de dard. Ils ont un dard lisse, donc ils piquent et ils s'en vont après avoir injecté leur venin. Au bout du compte, après, c'est le même type de venin dans l'un et l'autre cas. Alors, le frelon a quand même une dose de venin plus importante parce qu'il est plus gros que la guêpe, hein, donc à prendre en considération. Et dans les deux cas, en tout cas, ce sont des venins qui sont ce qu'on appelle thermolabiles, c'est-à-dire qu'ils se détruisent à la chaleur. Et donc, si vous chauffez la zone de piqûre pendant quelques minutes, alors avec un linge que vous avez trempé dans l'eau chaude, très chaud, ou bien vous pouvez aussi, s'il y a un fumeur, c'est le seul intérêt qu'ont les fumeurs, s'il y a un fumeur dans les parages, vous pouvez, avec le bout de la cigarette, vous approcher de la piqûre. Pas trop, parce qu'il ne faut pas brûler non plus, mais suffisamment pour qu'il y ait une sensation de chaleur importante. Et à ce moment-là, en quelques dizaines de secondes, quelques minutes, ça va détruire le venin qui vient d'être injecté. Il faut le faire évidemment le plus précocement possible après la piqûre, parce que le venin, il diffuse pas non plus à une vitesse grand V, mais en quelques dizaines de minutes, il a fini par diffuser dans l'organisme. Après, c'est sans gravité, ça ne peut être, ça n'est grave que si s'il y a une allergie au venin de guêpe ou d'abeille. Et à ce moment-là, on peut être dans une situation problématique. Si vous connaissez une réaction allergique comme ça, il peut être intéressant, si vous avez fait des réactions importantes, il peut être intéressant d'avoir avec vous un petit système d'injection d'adrénaline pour éviter de faire un choc allergique.
Généralement, ça, ce sont des systèmes qui sont prescrits à partir du moment où on a déjà fait une réaction allergique importante et qu'on est susceptible éventuellement d'en faire une autre. Voilà, ça c'était pour les guêpes et les abeilles. Moins moins impressionnant, mais presque plus enquiquinant, les plus petits insectes, les moustiques. Les moustiques, tigres, qui sont appelés comme ça parce qu'ils sont tout tigrés, hein, pas parce qu'ils ont la tête d'un tigre. Ils sont alors on en voit de plus en plus en France, parce que, ils sont arrivés avec les vols, long courrier des pays exotiques et notamment des Antilles. Et ils ont fini par s'installer un petit peu. Et dans le sud de la France, surtout avec le réchauffement climatique qui est en cours, ils recommencent à se développer. Il faut bien savoir qu'il y a eu une époque en France où il y avait du paludisme quand même, hein. Le paludisme est transmis aussi par des moustiques, pas par des moustiques tigres, mais par des moustiques. Et il y avait, comme il y avait pas mal de marais et de choses comme ça, il y avait du paludisme en France à une certaine époque. Et puis en assainissant les marais, on a éradiqué les moustiques qui se reproduisent grâce à des mares d'eau. Et donc on n'a plus de paludisme. Mais avec les moustiques tigres qui ont tendance, enfin bon, c'est pas non plus une invasion, faut pas exagérer, hein, soyons bien raisonnables. Ça reste encore très modéré, mais on peut être amené à rencontrer des moustiques tigres. En tout cas, si vous allez dans des pays exotiques où le moustique tigre est dans son milieu naturel, eh ben, vous pouvez être amené à être piqué et à être contaminé par la dengue, notamment, qui est une maladie qu'on peut rencontrer notamment aux Antilles et qui ressemble en fait à une grippe, mais une grippe bien cognée, hein. Ça met vraiment en chaos avec une fièvre élevée. Il n'y a pas de traitement particulier pour la dengue. Voilà, on traite juste les symptômes et on attend que les choses se passent. D'une manière générale, ça se passe bien. Ça peut être évidemment potentiellement dangereux chez les personnes fragiles, comme toujours, hein. Voilà. Euh, les petits moustiques qu'on a chez nous, ben, ils sont irritants, ils peuvent être, ils aiment bien. Alors il y a des pots, c'est un petit peu comme le capital solaire, il y a des pots à moustiques et puis des pots moins à moustiques. Les moustiques sont attirés par l'émission de CO2 de la peau. Donc les peaux qui transpirent beaucoup émettent plus de CO2 et vont plus attirer les moustiques. Donc, euh, en dehors du fait de se mettre à côté de quelqu'un qui attire les moustiques, sinon la bonne solution pour éviter de se faire piquer, ben, c'est de se protéger. Les moustiques piquent plutôt le soir quand le jour tombe. Donc il faut à ce moment-là se protéger en mettant des vêtements à manches longues et des pantalons, notamment donc le soir, pour empêcher plus ou moins le moustique de piquer. Parfois, ils arrivent à piquer à travers les vêtements quand même. Il y a des sauvages, hein. Et puis, sinon, pour dormir, bah, utiliser des moustiquaires. Il y a des moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides. Donc celles-là sont très efficaces et elles sont conseillées surtout quand on part dans des pays comme ça où il y a des moustiques, ou en Afrique, et puis sinon, il ne faut pas hésiter à utiliser des moyens simples comme la citronnelle, qui en fait fonctionne quand même très bien et qui permet de chasser un petit peu les moustiques. Des animaux qui piquent aussi, mais là, ils sont plus dans l'air, ils sont dans l'eau. Et vous allez voir que ça a une certaine parenté. C'est la méduse. La méduse, elle est urticante par ses filaments, qui sont pleins de petits poils urticants. Et quand on va arriver au contact de ces poils, la méduse va les éjecter. Et c'est ces poils qui sont imprégnés de son venin et qui vont provoquer une irritation, une brûlure, une sensation de brûlure terrible. Et ce qui est très caractéristique, c'est que du coup, comme il y a plein de petits piquants ces, sur ces filaments, la trace d'irritation qu'on va avoir va avoir la forme du filament.
Et donc, on a comme ça, quand on a touché une méduse et qu'on a été piqué, on a la trace du filament qui reste pendant plusieurs jours souvent, hein, parce que c'est quand même très irritant. Il y a un autre animal dans l'eau qui est aussi très désagréable, qu'on a par ici chez nous sur certaines plages, notamment à Pérouse. C'est la vive. La vive, c'est un tout petit poisson qui fait une dizaine de centimètres, qui a une épine dorsale, qui a une arête dorsale très épineuse, plein de petits, comme vous pouvez voir sur la photo, plein de petits piquants qui se redresse quand elle se sent attaquée. Et donc, en fait, la vive vit plutôt dans le sable et où elle se nourrit de petits insectes, de petits crustacés, etc. Et donc, quand la mer descend, elle va rester enfouie dans le sable. Et quand on va à l'eau et qu'on passe cette zone où la vive s'est enfouie, on peut être amené à marcher dessus, ou bien quand la mer commence juste à remonter et que la vive commence à s'ébattre à ce moment-là, on va marcher dessus et à ce moment-là, on va se faire piquer le pied par l'arête, par la nageoire dorsale qui est hérissée de piquant. Et ça, c'est très douloureux. C'est vraiment très douloureux, ça brûle terriblement. Et alors les enfants, ça leur arrive très souvent, hein, enfin souvent, quand il y a des vives, effectivement. Donc, il ne faut pas hésiter, d'une part, à bien, quand on s'approche de l'eau, à bien taper les pieds pour signaler à la vive qu'on arrive, elle va se planquer un peu plus profond dans le sable. Et puis, quand on a marché dessus et qu'on a été piqué, le venin, c'est valable aussi pour la méduse, se détruit à la chaleur. Donc, il faut absolument chauffer d'une manière ou d'une autre. Alors, on dit que quand on est sur une plage qui a été chauffée au soleil, eh bien, il faut marcher sur le sable chaud pour se chauffer le pied. Alors, on parle aussi d'uriner sur son pied. Euh, il se dit que ça marche. C'est à 37 degrés hein, quand même, mais par contre, ça fait quand même pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup de chaleur, pas très longtemps, donc je suis pas persuadé que ce soit d'une efficacité absolument redoutable. Mais en tout cas, le sable chaud ou bien de l'eau chaude, alors les, les secouristes sur les plages, normalement, ils ont de l'eau prête à être chauffée ou de l'eau chaude toute prête pour pouvoir tout de suite faire tremper les pieds des baigneurs qui ont eu le malheur de se poser sur la vive. Si on parle, voilà, je voyais qu'il y avait un message sur la maladie de Lyme sur le chat. Donc, euh, justement, on y arrive, ça tombe bien. Donc, dans les autres animaux qui piquent, ceux auxquels on va être exposé dans la nature, dans les hautes herbes ou dans les buissons, il y a notamment la tique. La tique, hein, on dit une tique hein, et pas un tic. La tique, elle est en fait en embuscade, accrochée sur une branche ou accrochée ou bien dans des herbes, dans des hautes herbes, et elle va se laisser tomber sur l'animal qui va lui passer en dessous. Donc, quand c'est une cheville, un bras, une épaule, parfois si on se couche dans l'herbe et que la tique est par là. J'en ai vu même carrément au bord de l'œil. Je ne sais pas trop comment, comment elle est arrivée là. Euh, c'est c'est souvent des toutes petites tiques, ce qu'on appelle des nymphes, ou bien des larves, mais souvent des nymphes qui s'accrochent, qui ne sont pas très faciles à retirer parce que du coup, elles sont vraiment toutes petites. La tique, elle a des crochets qui vont s'accrocher, vraiment rentrer dans la peau. C'est totalement indolore, hein, on ne sent absolument pas qu'on est mordu par une tique. Elle va s'accrocher et puis se mettre à pomper le sang et elle peut arriver à grossir jusqu'à arriver à faire la taille du bout d'un doigt, hein. Ça peut devenir vraiment très très gros. Et ensuite, une fois qu'elle est arrivée à une certaine maturité, elle se décroche et elle se laisse tomber par terre. Le problème de la tique, c'est que en fait, elle peut être amenée, rarement, mais ça arrive, à
en injectant sa salive, elle injecte aussi un microbe qu'on appelle une Borrelia. Je vous ai mis le nom complet si vous arrivez à le lire. C'est Borrelia burgdorferi sensu-lato. Voilà, c'est son nom complet. On parle de borréliose. La maladie de Lyme, c'est une borréliose. Et cette maladie de Lyme, en fait, elle va donner par la suite, au bout d'un certain temps, des symptômes pas très faciles à identifier, pas spécifiques. Ça peut donner des difficultés urinaires, ça peut donner des paralysies, ça peut donner des éruptions, ça peut donner des troubles digestifs. On a vraiment beaucoup de mal à caractériser cette maladie-là. Surtout si la morsure de tique est passée inaperçue. Qu'est-ce qu'il faut faire donc si on est mordu par une tique? Il faut d'abord essayer de la retirer. Pas essayer, il faut la retirer. Ça se retire assez facilement. Il faut ne pas faire quand même d'erreur. Il ne faut pas l'attraper avec les doigts et tirer dessus. D'abord parce qu'on on va vider encore plus sa salive. Et puis, c'est très difficile à retirer comme ça. On risque en plus d'arracher le corps et de laisser les rostres qui sont vraiment bien fermement accrochés dans la peau. Ça, du coup, c'est pas grave, mais c'est quand même c'est pas terrible. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser soit une pince à épiler, mais c'est pas très facile avec la pince à épiler parce qu'en fait, on essaie de l'arracher et elle se laisse pas arracher. Alors qu'en fait, quand on prend ce petit appareil, ce petit instrument dont je vous ai mis le dessin là en bas à droite, hein, c'est une sorte nous on appelle ça un pied de biche. Ça ressemble vraiment à un pied de biche. En fait, on glisse au ras de la peau entre la tête de la tique et la peau, et ensuite on tourne. Et en fait, ça lui tord ses rostres, et elle finit par se décrocher. Elle est entière, mais décrochée. Ça marche très bien, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors le problème, c'est que quand la tique est toute petite, et ben c'est pas très évident. Il y a des petits pieds de biche, mais quand même parfois elle est tellement petite qu'on a vraiment du mal. Puis il y a des endroits qui sont pas faciles. Je vous dis, le jour où il a fallu que j'enlève une tique qui était au coin de l'œil, au niveau de la paupière inférieure, ça a été un sacré travail. C'était pas évident. Si le rostre est dans la peau, c'est pas grave, on nettoie bien, on désinfecte et on voilà, ça suffit à faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications. Ça ne veut pas dire que on ne va pas avoir eu l'injection de la bactérie, de la Borrelia. Donc, on ne se précipite pas aux urgences, c'est pas la peine, c'est pas une urgence en soi, hein, mais par contre, on surveille localement. Une fois qu'on a retiré la tique, on surveille localement l'état de la peau. Si il apparaît une tache qui s'étend à l'endroit où la tique avait mordu, en guérissant au centre, puis en se mettant en cocarde, c'est-à-dire qu'il y a une zone de guérison et puis après il y a une zone encore colorée au milieu comme une cocarde, ça veut dire qu'il y a eu l'infection et que le germe est en train de faire son infection. Alors, on appelle cette lésion-là l'érythème migrant, hein. Ça apparaît dans les premières semaines qui suivent la morsure. Et à ce moment-là, il suffit d'aller voir un médecin, voire éventuellement même de maintenance de plus en plus de le consulter en téléconsultation. Ça peut se faire, hein, on a de plus en plus de mal à voir des médecins en cabinet. Donc, si vous avez besoin de voir un médecin et que il n'y a pas de médecin qui puisse vous recevoir, n'allez pas aux urgences pour quelque chose qui n'est pas urgent. Voyez avec une plateforme de téléconsultation, il y en a plusieurs qui sont développées en France, et ça peut se faire soit sur une borne de téléconsultation dans une pharmacie, par exemple,
parfois dans des mairies aussi, ils ont des bornes de téléconsultation. Dans des EHPAD, ils ont aussi, certains EHPAD ont installé des bornes de téléconsultation et ça vous permettra ça relève tout à fait de la téléconsultation, ce genre de situation, hein. Et à ce moment-là, le médecin identifiera la lésion et puis vous prescrira des antibiotiques pour 15 jours et le problème sera réglé. C'est très simple, hein, la maladie de Lyme, quand on la prend au début. C'est le cas de la plupart des maladies, de manière générale. Et c'est un peu plus compliqué quand qu'elle a évolué et que on est au stade des troubles neurologiques, notamment. Il y a des sérologies, donc des prélèvements sanguins, pour dépister la maladie de Lyme, mais jusqu'à dernièrement, c'était assez discuté. Il y avait des tests qui étaient soit trop positifs, soit trop négatifs. Donc, on a beaucoup de mal encore à identifier vraiment cette maladie qui est encore un petit peu mystérieuse. Après, moins enquiquinant que la tique, mais plus désagréable sur le coup. Les araignées, alors bon, les araignées, elles sont pas trop méchantes. C'est rare d'être piqué par une araignée, encore que ça arrive, hein, sûrement. Mais comment, les gens qui aiment les araignées disent que les araignées ne piquent pas. Je ne suis pas absolument persuadé personnellement. Mais bon, c'est pas dangereux, c'est jamais, mais c'est très désagréable. Les punaises, c'est très, très désagréable aussi, surtout que ça prolifère, quand ça se met à proliférer, ça prolifère vraiment beaucoup. Et en fait, il n'y a pas vraiment de façon de s'en préserver. Soit vous mettez un drap housse sur le matelas sur lequel vous êtes, étanche, tant qu'à faire. Mais vous passez l'aspirateur aussi partout sur le drap, sur le matelas, dans les angles, etc. Ou bien sur les fauteuils, sur les sièges sur lesquels vous vous posez ou vous pensez que vous avez pu attraper des punaises. Voilà, elles se planquent dans les coutures, elles se planquent dans les angles, dans les plis, etc. Mais on peut les éliminer si on fait vraiment soigneusement et consciencieusement le ménage. Alors, quand on est dans une location, on se dit que on n'est pas venu pour faire le ménage, hein. C'est sûr que les vacances où on commence à faire le ménage, c'est quand même pas terrible. Mais si ça peut permettre ensuite d'être tranquille pendant le reste des vacances, ça vaut peut-être la peine. Les autres insectes, je ne détaillerai pas. Les tans sont des insectes qui piquent pas mal. Ils ont un rostre qui est assez fort. Ils aiment bien les crottins de cheval, notamment. Et ils sont très attirés quand on travaille, qu'on transpire beaucoup dehors. Ils aiment bien nous tourner autour pour peu qu'il y ait des champs avec soit des chevaux, soit des vaches autour. Le temps quand il pique, comme il passe son temps sur les déjections des vaches ou des chevaux, il est assez infectant. Donc, on peut se retrouver avec un abcès superficiel qui est pas grave en soi, mais qui est très désagréable. Donc, mais il n'y a rien à faire contre le temps en lui-même. Et puis après, une fois qu'on a l'abcès, ben, il faut bien nettoyer, bien désinfecter et éventuellement l'ouvrir un petit peu. Mais bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas très spécifiques de l'animal. Les aoutas, les fourmis, en fait, on peut pas vraiment, c'est pas facile de s'en protéger. Par contre, se soulager, il faut voir avec le pharmacien pour qu'il vous propose une crème apaisante qui va vous faire du bien et vous permettre d'être moins douloureux. C'est des situations qui sont vraiment très désagréables, hein. Donc, il faut essayer de repérer les fourmis, les choses comme ça, les insectes de façon à essayer de s'en préserver. Mais il n'y a pas de solution vraiment miracle dans ce genre de situation. Maintenant, je vais vous parler des accidents de baignade. Alors, je mettais au début que certains incidents pouvaient être dramatiques. Bah, là, on arrive un petit peu dans ces situations-là où éventuellement les choses peuvent devenir dramatiques rapidement alors qu'on pensait n'y aurait pas de problème. Euh, alors, je vais commencer carrément par la noyade, tant qu'à faire, hein. La noyade, il y a plusieurs stades. Le premier stade de la noyade, c'est quand on boit la tasse. Quand on boit la tasse, une vraie tasse, hein, bon,
La petite tasse, de toute façon, c'est pas terrible quand même, hein. Mais bon, la tasse, la grosse tasse où on se met à suffoquer, où on a du mal à reprendre sa respiration, ça, c'est vraiment un début de noyade. Ça se traite, de la même manière après, hein. Et de toute façon, tous ces accidents-là se traitent à peu près de la même manière. Je vais vous les détailler un petit peu. L'hydrocution. Alors, ce qu'on appelle l'hydrocution, c'est en fait, c'est un choc thermique. Donc c'est pas forcément spécifique du fait d'être allé se baigner après avoir mangé. On peut aller se baigner après avoir mangé sans problème si on prend ses précautions pour se mouiller, pour se refroidir, surtout si l'eau est froide dans un lac de montagne ou dans la mer sur la côte nord de la Bretagne, là où je suis, et où l'eau est à 15 degrés. Enfin non, elle est plus à 15 degrés, il ne faut pas exagérer. Actuellement, elle est plutôt à 18 ou 19. Bon, ce qui n'est pas encore très, 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 très chaud quand même, hein. Voilà. Et donc, quand on est à 7 degrés, et voire plus quand on est resté au soleil, on peut monter à 40 degrés de température quand on est exposé au soleil sur la plage. Jusque-là, le corps arrive à contrôler la température. C'est pas la fièvre, hein, c'est encore autre chose. C'est le corps, lui, il est toujours réglé à 37 degrés, mais la température, comme il chauffe, bah, on est sur un grill, hein, et donc on commence à cuire. Et d'ailleurs, c'est l'expression qu'on utilise. Si vous allez vous jeter dans l'eau à 18 degrés alors que vous étiez à 40 sur la plage, le corps, il a un petit peu de mal à faire face. On en reparle tout à l'heure. Et avec cette eau à 18 degrés, vous pouvez aussi vous retrouver en hypothermie si vous restez trop longtemps dans l'eau. Le corps il se refroidit, et puis il y a un moment où il n'arrive plus à se réchauffer. Donc vous vous mettez à frissonner. Et en fait, si vous vous mettez à frissonner, si vous vous mettez à avoir la chair de poule dans l'eau notamment, si vous vous sentez un petit peu engourdi, c'est que le corps, il essaye de faire de la chaleur en frissonnant, parce que c'est en fait, comment est-ce qu'on fait de la chaleur dans le corps? C'est essentiellement par la contraction des muscles. C'est pour ça que quand on reste immobile à ne rien faire, à écouter un cours ou un webinaire, eh ben, on se refroidit parce qu'on est immobile et que les muscles sont peu mobilisés. Alors, la première source de chaleur du corps de base, c'est le cœur. Le cœur, en battant, il produit de la chaleur parce que c'est un muscle et qu'il est en permanence en mouvement, donc il produit une chaleur de base minimum. Et puis, il y a tout le fonctionnement chimique de l'organisme qui produit aussi de la chaleur. Mais si on n'arrive pas à entretenir, à compenser le froid, le corps va se refroidir. Et à partir de 35 degrés, on commence à avoir une sensation de froid. Et on a des troubles cardiovasculaires quand la température du corps descend en dessous de 30, 28 degrés. Là, carrément, on a un ralentissement du cœur, on a la conscience, on va perdre conscience parce que la tension va se mettre à chuter. Et là, on commence à être dans une situation dramatique. Si on se retrouve en hypothermie alors qu'on est dans l'eau, eh bien, on va se noyer. Et on va se noyer on va mourir par hypothermie. Et la noyade va arriver par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'être conscient de ça. Euh, du coup, comment faire pour éviter ça? Ben, c'est pas très difficile. D'abord, il faut savoir ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on va être capable d'aller nager jusqu'à la bouée qui est à 300 mètres? Est-ce qu'on va avoir cette capacité-là? Il ne faut pas y aller tout seul non plus. Est-ce qu'on va être capable de traverser le lac de montagne qu'on voulait traverser? C'est pareil. Voilà. Est-ce qu'on va être capable de faire de la plongée alors qu'on ne s'est jamais entraîné ou des choses comme ça? Donc, il faut vraiment être conscient des situations dans lesquelles on se met, de façon à être prêt à s'adapter, et puis peut-être se mettre une combinaison ou bien se mettre ne serait-ce qu'un lycra pour aller dans l'eau. Ça peut aider à conserver un peu de chaleur et à éviter de trop se refroidir, par exemple. Pour éviter les noyades, il faut apprendre à nager, en fait, hein. C'est génial de nager, c'est vraiment un plaisir extraordinaire et c'est une sécurité. Donc, les enfants, dès le plus jeune âge, dès 4 ans, il faut leur apprendre à nager. Il faut absolument qu'ils soient capables de se débrouiller s'ils tombent accidentellement dans une mare d'eau, dans une piscine. Dans une piscine, et alors, évidemment, il faut leur apprendre à nager, mais surtout, 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 il faut les surveiller. C'est essentiel.
Un enfant, il faut le surveiller quand on est près de l'eau. Il ne sait pas contrôler ce qui se passe. Il n'est pas sûr de ne pas tomber dans un bassin dont il ne saura pas sortir. Il faut absolument les surveiller. Et troisième point, il faut leur faire porter les bouées et les brassards flottants s'ils ne savent pas nager, mais aussi si, par exemple, ils partent en bateau, il faut qu'ils aient un gilet de sauvetage. C'est indispensable. Et les adultes aussi d'ailleurs, quand on est en bateau, sur une embarcation, il faut avoir un gilet de sauvetage. Sauf si on est à 2 mètres du bord. Mais est-ce qu'on reste à 2 mètres du bord? Ça, c'est pas dit. Hein. Et à partir du moment où on est sur une embarcation, on est susceptible de tomber dans l'eau et d'avoir, pour une raison ou pour une autre, une noyade qui peut tourner à la catastrophe. Pour éviter le choc thermique, c'est pas difficile, il faut se mouiller progressivement. Ça, c'est vraiment très simple. Même si vous êtes resté sur la plage au soleil, vous avez envie d'aller vous rafraîchir, vous y allez tranquillement, mais vous n'y allez pas d'un seul coup. Vous ne courez pas et vous plongez dans l'eau comme ça alors qu'elle est à 18 degrés. Vous y allez tranquillement. Vous venez de manger, vous pouvez aller vous baigner sans problème. Sauf que vous y allez tranquillement, doucement, vous vous mouillez les jambes, le ventre, les cuisses, les aisselles, qui sont des zones particulièrement sensibles qui vont permettre à votre corps d'enregistrer la température dans laquelle vous allez vous mettre et de s'adapter. Il va resserrer ses vaisseaux, il va accélérer le rythme cardiaque, il va activer la production de chaleur. Vous vous mouillez la nuque, vous mettez de l'eau sur la tête si vous supportez d'avoir la tête dans l'eau, et puis vous y allez tranquillement. Mais il faut prendre son temps. Il ne faut pas y aller comme un fou à toute vitesse. C'est surtout quand on est enfant, on arrive à gérer ce genre de choses, mais même quand même, c'est pas conseillé. Mais quand on commence à être un peu plus âgé, il faut prendre son temps pour aller se baigner. Dans l'autre sens, pour ne pas avoir de l'hypothermie, il faut se rendre compte quand on a froid, on se met à frissonner, je sors, c'est bon, j'ai fini de me baigner, c'est parfait, voilà. Pour produire de la chaleur, il faut quand même avoir de l'énergie, donc il faut pas aller se baigner en étant à jeun. Hein, et quand on n'a pas mangé, on se retrouve le matin à 10 heures du matin, on se dit tiens, je vais me piquer une tête alors qu'on n'a pas déjeuné le matin. Et ben le risque, c'est s'il fait trop froid, c'est qu'on se mette à faire une hypothermie parce qu'on n'aura pas eu la quantité d'énergie nécessaire pour produire la chaleur. Mais surtout repérer quand on commence à avoir froid. Alors, l'accident est arrivé. L'accident est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas partir en courant. Il faut s'assurer. Alors bon, dans le cas des baignades, c'est moins essentiel par rapport à un accident de la route. Un accident de la route, il faut impérativement protéger la situation, la zone. Mais les trois mots clés du secouriste, c'est protéger, alerter, secourir. Donc protéger la zone s'il y a un risque d'avoir un accident supplémentaire, si peut-être empêcher quelqu'un de se précipiter pour sauver la personne qui est en train de se noyer, alors qu'on sait que cette personne qui va se précipiter là ne sera pas en mesure d'aller secourir. Je ne sais pas, hein, des choses comme ça. Euh, il faut évaluer la situation en tout cas et alerter. Alerter, ça peut être d'abord de hurler à l'aide, au secours, aidez-moi. Hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, faire appeler les secours. Là, vous pouvez passer par le 18 directement. N'allez pas perdre du temps à appeler le 15. Le 15, on va vous passer un régulateur, mais au bout d'un certain temps, vous aurez d'abord un assistant de régulation, etc. Et il faut passer par les pompiers directement qui vont prendre vos coordonnées. Si vous leur dites j'ai quelqu'un qui est en train de se noyer sur la plage où je suis à tel endroit, instantanément, le pompier va prendre les coordonnées, il va faire partir tout de suite les secours et ensuite il va vous passer au médecin du SAMU de façon à ce que le médecin du SAMU vous donne les consignes à appliquer pour la réanimation de la victime. Voilà, alerter, ça c'est essentiel et il faut le faire tout de suite en donnant les bons renseignements, les bonnes informations, sans paniquer, sans mettre les gens en demeure de venir tout de suite le plus vite possible, parce que de toute façon, ils savent quand ils sont au bout du téléphone, ils savent qu'il y a un problème.
Donc, ils vont réagir le plus vite possible. Il ne faut pas les engueuler et leur dire mais enfin, non, ils arrivent le plus vite possible. Et plus vous êtes calme, plus vous donnez les informations qu'il faut au secours, mieux les secours arriveront et se mettront en place. Et puis, il faut en même temps que vous alertez, ou bien si vous êtes tout seul, ben, d'abord alerter et ensuite secourir. Il y a pas de solution autre. Si vous n'alertez pas et que vous secourez tout de suite, ben, vous allez être coincé et vous n'allez pas pouvoir. Alors, donc, vous faites alerter, vous allez secourir. Et puis secourir, voilà. Est-ce que vous êtes capable de nager jusqu'à la personne et de la ramener en même temps qu'elle est inconsciente? Vous voyez, des choses comme ça. Si vous arrivez, si elle est sortie de l'eau, si on a réussi à la sortir de l'eau, vous allez la sécher, mais vous n'allez pas la sécher pour pas qu'elle, justement, pour pas qu'elle soit en hypothermie. Mais vous n'allez pas la sécher en la frottant comme un malade. Vous allez la sécher doucement, tranquillement, sans frotter. C'est pas la peine d'activer la circulation superficielle en frottant, hein, ça va chauffer, ça va rougir, sauf que ça va attirer le sang en surface. Or, le sang, on en a besoin en profondeur, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau des reins. Donc, on frotte, on couvre, mais on ne frotte, on sèche, on couvre, mais on ne frotte pas. Alors, si vous avez des couvertures de survie ou bien s'il y a un secouriste qui est là, il apportera une couverture de survie. Ça, c'est idéal parce que ça maintient parfaitement la chaleur. Et puis, si la personne est inconsciente et on essaie de la réanimer, alors là, il faut avoir appris les gestes qui sauvent, savoir faire un massage cardiaque, notamment. Ça, c'est essentiel. Il faut absolument que vous ayez l'occasion de faire une formation aux gestes de premier secours, de façon à ce que vous puissiez aider la personne en attendant que le SMUR arrive, en attendant que les pompiers arrivent, en attendant qu'il y ait une personne compétente qui connaisse ça, qui arrive, un médecin qui est sur la plage, un pompier qui est sur la plage, un secouriste qui est sur la plage. Voilà. On fait le massage cardiaque, mais quand même, j'ai voulu préciser, on ne fait pas de bouche à bouche. On ne fait plus de bouche à bouche. C'est plus dans les recommandations de réanimation. C'est pas ça qui sert le mieux. Il y aura toujours assez d'oxygène pour assurer un minimum d'oxygénation du corps. Par contre, il faut masser, il faut que le sang circule. Si le sang ne circule pas bien, l'oxygène, il pourrait y en avoir autant qu'on veut, ça ne servira à rien. Donc, il faut savoir faire un massage cardiaque. Il faut le savoir, il faut l'avoir essayé, il faut l'avoir sur des mannequins, il faut en avoir eu la sensation, il faut savoir qu'il faut vraiment se donner le mal qu'il faut. C'est pas le massage cardiaque qu'on voit le plus souvent dans les films à la télé, c'est un massage cardiaque qui est énergique, qui est rapide à 100 par minute environ. C'est un rythme rapide et il faut absolument c'est très fatigant un massage cardiaque. On fait pas ça pendant un quart d'heure, un massage cardiaque. On fait ça pendant quelques minutes. Après, normalement, s'il est bien fait, on est fatigué. Voilà. Donc ça, je voulais le préciser parce que ça me paraît vraiment essentiel. Bon, maintenant, on, on va se détendre un petit peu avec les petits désagréments qui sont liés notamment à l'alimentation. Donc, pour éviter d'attraper des maladies digestives qui sont généralement pas graves, mais très, très enquiquinantes, pour ne pas dire plus, il faut évidemment respecter des règles d'hygiène. Toujours se laver les mains avant de préparer les repas et avant de manger. Ça, c'est essentiel. Ça évite de transmettre des microbes par les mains. Il faut, si vous prenez des légumes comme ça, ou bien du cresson dans la nature, par exemple au bord des ruisseaux, eh ben, il faut bien le laver. Et il faut bien laver les légumes d'une manière générale dans une eau propre. Hein, alors en France, ça pose pas trop de problèmes, normalement, enfin, sauf si vous êtes perdu au milieu de la nature, hein, mais il faut bien les laver de façon à les débarrasser des petits micro-organismes qui pourraient les intoxiquer. L'eau, il faut faire attention à l'eau. D'une manière générale, en France, c'est pareil, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous prenez de l'eau de torrent, si vous prenez de l'eau de fontaine, parfois il y a des fontaines qui ne sont pas saines. Hein. Il faut faire attention à certaines eaux. Et dans certains pays, c'est encore plus vrai. L'eau du robinet peut ne pas être traitée. Si malgré tout, vous avez des vomissements ou de la diarrhée, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, faut, se précipiter sur les médicaments, c'est pas forcément la bonne idée. Il faut tout d'abord et essentiellement s'arrêter de manger. Donc, je sais bien que quand on a des enfants, s'arrêter de manger, c'est pas facile. Et là, je suis en train de déborder l'heure.
Mais c'est vraiment essentiel. Les enfants, il faut leur donner à boire de l'eau sucrée, mais les adultes aussi. Il faut leur donner des yaourts nature sucrés. Et les yaourts nature se digèrent très bien parce que le sucre du yaourt a été digéré par les levures du yaourt. Donc, c'est pour ça qu'ils sont acides. Donc, ça se digère très bien. Et le sucre, il est essentiel pour apporter un peu d'énergie à l'organisme et éviter qu'on rentre dans un cycle d'acétonémie. L'acétone est fabriqué par l'organisme en même temps que le sucre dont il a besoin quand une personne est à jeun. C'est pour ça qu'on a une haleine qui ne sent pas très bon le matin quand on se lève, parce qu'on est à jeun depuis plusieurs heures. Et en fait, on est nauséeux aussi parce que l'acétone donne envie de vomir. Et puis parfois, on a mal à la tête aussi, pas simplement parce qu'on a trop picolé la veille, mais parce que aussi on a de l'acétone qui est en circulation dans le sang. À partir du moment où on se sucre, le corps arrête de faire de l'acétone puisqu'il arrête de produire du sucre aussi. Et du coup, on n'a plus de mal au ventre et on n'a plus envie de vomir. Les médicaments, ils peuvent servir, bien sûr, hein, je ne dis pas le contraire, si on vomit trop, si on a trop de diarrhée, si on est dans une situation où c'est difficile de gérer de la diarrhée, par exemple, bon, effectivement, ça peut être utile. Attention, d'abord, les médicaments contre les vomissements sont des neuroleptiques. C'est de la famille des neuroleptiques, donc c'est des médicaments qui agissent sur le cerveau et qui peuvent donner des troubles neurologiques. Donc attention. Les médicaments contre la diarrhée sont des médicaments qui vont diminuer la réaction physiologique des intestins pour se défendre contre les infections. Donc, en fait, ils vont potentiellement aggraver l'infection. Potentiellement, je ne dis pas que c'est ça, mais donc euh, les utiliser avec beaucoup de prudence et beaucoup de parcimonie. Quand on a une gastro, on n'est pas obligé d'aller aux urgences. Si on fait bien ça, si on s'arrête de manger, si on sucre les enfants, si on les hydrate et on les sucre, éventuellement pour les tout petits, on peut leur donner évidemment du soluté de réhydratation en petite quantité, très souvent, mais en petite quantité, on n'aura pas besoin d'avoir recours aux urgences. On ira aux urgences que si on est avec un petit enfant ou une personne âgée chez qui ça ne s'arrête pas, qui vomit, qui vomit, qui vomit, qui a de la diarrhée, qui a de la diarrhée, et donc on va rentrer dans un cycle de déshydratation qui va être risqué, et donc on ne traîne pas plus d'une journée euh, euh, dans cette situation-là, ou bien plus d'une nuit, et puis si ça va vraiment pas, eh ben, on va aux urgences quand même. Là, ce sera justifié. Il sera nécessaire de mettre une perfusion pour réhydrater en attendant que les troubles s'arrêtent. Mais voilà. Dans l'immédiat, ne pas forcément se précipiter aux urgences. Les petits traumatismes, bon, c'est assez simple. On évalue la gravité d'un traumatisme en fonction du traumatisme qui s'est passé et comment s'est passé le mécanisme. Est-ce que c'est une chute de sa hauteur? Est-ce qu'on a été percuté? Est-ce que c'est un accident de vélo? Est-ce que c'est un accident de voiture, etc. Et c'est en fonction de ça aussi qu'on va évaluer la gravité et ce qu'il y aura à faire par la suite. Est-ce qu'il y a une déformation? Et puis, est-ce qu'on peut quand même marcher si on s'est fait mal à la cheville ou bien est-ce qu'on peut vraiment plus marcher? Voilà. En pratique, il n'y a pas 36 000 solutions quand même. Il faut quand même rester calme. Et ça ne sert à rien de paniquer, de s'affoler, de jeter l'enfant dans la voiture et de rouler comme un fou jusqu'aux urgences de l'hôpital. Donc, il faut rester calme et prendre le temps d'évaluer la situation, de prendre son téléphone, d'appeler le 15 et de façon à avoir un avis médical. Voilà. Moins on se précipitera d'emblée paniquer aux urgences, mieux les choses seront prises en charge. Il faut juste prendre le temps d'évaluer. On a quelques minutes pour évaluer la santé d'une personne qui a eu un accident ou qui s'est fait mal. Et sinon, on a très rarement raison de transporter quelqu'un soi-même aux urgences. Il vaut beaucoup mieux attendre un professionnel qui va savoir comment transporter et qui va le faire dans de bonnes conditions. Et pour la personne, ça peut être plus traumatisant d'être transporté en panique que d'attendre tranquillement que les secours arrivent, même si on trouve toujours que les secours arrivent trop tard. On trouve toujours qu'ils ont mis trop longtemps parce que effectivement, le temps qu'on passe l'appel, qu'on fasse arriver les secours, il se passe 20 minutes, une demi-heure parfois. C'est compliqué. Hein. Et puis euh, le, les choses un petit peu annexes, alors les substances un petit peu spéciales, alors les drogues,
je préfère ne pas en parler vraiment parce que c'est des produits à ne pas utiliser. Le cannabis, l'alcool, pour moi, c'est des produits, c'est des drogues à part. Malgré tout, c'est des produits qui sont psychoactifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une action sur le cerveau parce qu'ils ont une toxicité sur ce cerveau. C'est pas un effet bénéfique, c'est un effet toxique. Donc, il- les utiliser avec beaucoup de prudence et dans des conditions où on est sûr de ne pas se mettre en danger après. Savoir toujours ce qu'on fait, ce qu'on prend, les quantités qu'on absorbe et surtout respecter ses limites. Jamais, évidemment, de substances psychoactives avant de conduire. C'est valable même pour les anxiolytiques, c'est valable pour les hypnotiques, les choses comme ça, qui sont des médicaments, mais qu'il ne faut absolument pas prendre avant de conduire. Les relations sexuelles. Simplement, gardez en tête que le préservatif, ça protège de la grossesse, ça protège des maladies sexuellement transmissibles et notamment du sida. Le sida, même si on a des médicaments à l'heure actuelle, on ne peut jamais arrêter ces médicaments du sida, sauf exception, sauf si chez certaines personnes qui ont pu arrêter leurs médicaments parce qu'ils avaient des capacités particulières pour se défendre contre le sida et contre le virus et ils ont pu arrêter. Mais d'une manière générale, même quand on a une charge indétectable, on est quand même tenu obligé de garder un traitement de son sida. Donc, ne pas se mettre dans la situation de risquer d'attraper le sida. Et ça, le préservatif, c'est ça qui vous protégera le mieux. Les infections se soignent. D'une manière générale, toutes les infections sexuellement transmissibles se soignent. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et on peut se prévenir du sida si on a un rapport qui est potentiellement, avant le rapport qui est potentiellement contaminant, on peut prendre un traitement préventif, le Truvada, le PrEP. Hein, c'est un médicament. Le médicament s'appelle le Truvada et le PrEP va vous protéger de l'infection par le virus du sida. On peut faire les dépistages sans problème. Toutes les maladies sexuellement transmissibles se dépistent et soit par prélèvement sanguin, soit par prélèvement vaginal ou urétral. C'est bon à savoir. N'hésitez pas à faire des dépistages avant, de façon à être sûr que vous n'allez pas contaminer votre partenaire. Je ne vous ai pas parlé des morpions qui sont des poux de corps, qui sont des poux qui se transmettent au niveau pubien par notamment contact sexuel. Ça se traite très simplement. Voilà, j'en ai fini de ma démonstration. Il ne faut pas oublier quand même que l'été, c'est un moment où on se détend, où on oublie ses désagréments. Et à partir du moment où on a prévu, eh ben, on passera de très bonnes vacances. C'est ce que je vous souhaite. Merci Voilà. beaucoup, Monsieur Le Bouffant. Merci beaucoup pour ce temps de présentation, pour tous ces conseils et pour tous les bons gestes qu'il nous faut adopter effectivement cet été pour, pour passer une période estivale en toute sécurité et en toute sérénité. On a encore quelques minutes, donc on peut Pas de prendre problème. un temps pour répondre à quelques questions. Donc j'invite les participants à formuler leurs questions via le chat si ces personnes ont des questions. En attendant, moi, j'ai une petite question, donc je vais vous la soumettre, Monsieur Le Bouffant. On a parlé de Allez-y. crème solaire au début de la présentation. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, hein, le soleil, on ne l'a pas tous les jours. Donc, moi, il m'arrive souvent d'avoir des crèmes solaires d'une année sur une autre. Est-ce que, est-ce qu'une crème solaire qui date de l'année dernière, est-ce qu'elle est toujours aussi efficace ou est-ce qu'il est plutôt recommandé de racheter une crème solaire? Voilà, quelles sont vos recommandations à ce sujet? D'une année sur l'autre, la crème solaire est tout à fait utilisable. Il faut quand même s'assurer qu'elle garde une consistance normale, qu'elle ne se soit pas séparée en un milieu aqueux et puis un milieu plus huileux. Après, c'est clair que je pense qu'on peut considérer que ça fonctionne comme les médicaments, c'est-à-dire que ça a une validité de 3 ans. Au bout de 3 ans, il faut en changer. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, c'est très bon à savoir. Euh, Très bien. Est-ce que, il y a des questions parmi celles et ceux qui se sont connectés? Alors, c'est vrai que je reviens par rapport aux crèmes solaires, il est souvent question des indices. Alors, il marque, vous l'avez dit, indice 20, 30, 50. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la différence entre ces formules?
En fait, En fait, c'est une question de concentration et d'épaisseur du produit. Un indice 50, euh, ça signifie que on va pouvoir s'exposer 50 fois plus longtemps au soleil que sans crème. d'accord. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée de la capacité du produit à protéger et surtout si on le renouvelle, comme je dis, toutes les 2 heures en couche pas trop épaisse. Hein, c'est pas la peine d'en mettre des tartines non plus. Il vaut mieux en mettre plus souvent qu'en mettre beaucoup à chaque fois. Mais voilà, donc c'est pour ça que, et comme je le rappelais, on bronze quand même avec une crème solaire, mais on n'attrape Très pas de coup bien, de soleil. très bien. On a parlé de vomissements et de diarrhée. Vous disiez qu'une des recommandations, c'était d'arrêter de manger. C'est vrai qu'on on entend souvent, lorsqu'une personne a la diarrhée, voilà, de l'inviter à manger, par exemple, du riz ou des aliments riches en fibres. Est-ce que c'est une recommandation qui peut s'ajouter à celle que vous avez évoquée ou il est vraiment conseillé Non, non. d'arrêter de manger pendant cette Ah, période-là? non, je crois que vraiment là, il faut être bien conscient que quand on a de la diarrhée, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les intestins qui sont agressés d'une manière ou d'une autre, qui vont devenir inflammatoires et ils vont se mettre à sécréter de l'eau. Si vous voyez un intestin qui est malade, qui a une gastro, l'intérieur est tout lisse, alors que normalement, c'est comme si vous avez vu des tripes, c'est comme un velours. Il y a plein de petits picots qui font une surface d'absorption des aliments qui est énorme. Et là, quand il est malade, il n'y a plus de picots, il n'y a plus rien pour absorber les aliments. C'est lisse comme l'intérieur des joues, c'est œdémacié, c'est rouge, ça brille et ça sécrète de l'eau à tour de bras. C'est pour ça qu'on a de la diarrhée, c'est qu'il y a de l'eau qui est sécrétée à fond par les intestins pour éliminer tous ces produits. Et dès que l'intestin commence à avoir bien éliminé ces produits, il se reforme à une vitesse faramineuse. Si vous lui donnez à manger ne serait-ce que du riz quand il est dans cet état-là, il ne va pas supporter. Même le D'accord, riz. Le riz, on ne va le d'accord, réintroduire que vraiment quand les choses seront bien stabilisées. On fait 24 heures d'arrêt alimentaire complet où on fait juste que boire de l'eau, parce que l'eau s'absorbe sans difficulté, et on prend du sucre, parce que le sucre, il s'absorbe aussi tout seul, il n'y a pas besoin de mécanisme actif des intestins pour absorber le sucre. Et puis, d'accord. euh, comme on, pour se nourrir un petit peu plus, les yaourts apportent des nutriments qui sont déjà en partie digérés par les levures du yaourt et donc qui sont plus absorbables. Mais ça reste toujours excessivement liquide. Et ça pendant 24 heures. Et après, on peut commencer à enrichir progressivement l'alimentation. Moi, j'ai un régime tout fait que je prescris dans les gastro-entérites où ça n'est qu'au troisième jour où on met du riz parce que c'est des petits morceaux quand même et qui donc il va y avoir de la matière et il va falloir que les intestins travaillent un petit peu pour digérer ce riz. Alors c'est bien le riz, hein, ça absorbe l'eau, c'est parfait, hein, mais à réserver en fin d'évolution. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très bon à savoir parce que je pense que c'est une recommandation qui est partagée par beaucoup de personnes, le fait de manger du riz, des bananes pendant ces périodes-là. Donc, effectivement, c'est bon à savoir. Donc, Tout à fait, arrêt alimentaire pendant 24 heures. tout à fait. OK, super. Et donc, si on peut résumer, alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc mais en même temps, c'était très clair. Si on peut résumer un peu cette intervention en quelques phrases, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, il faut se protéger donc du soleil en portant évidemment des chapeaux, il faut boire de l'eau, Il faut il faut anticiper. peut-être acheter une pince à épiler ou en tout cas en avoir une à Un portée de petit, main. oui, une pince à épiler, ça permet d'en retirer les dards des abeilles et puis d'enlever les tiques éventuellement. Mais un petit tire-tique, ça coûte 2 euros et quelques le petit pied de biche, enfin les deux petits pieds de biche, un tout petit pour les tout petits tiques et puis un plus gros pour les plus grosses tiques. Il faut, voilà, il faut essayer d'envisager comme ça ces petits problèmes qui peuvent arriver, avoir fait des choses quand même, des actions comme prendre des cours de secours, de premier secours, ça me paraît vraiment tellement essentiel. Et avoir envisagé, c'est pour ça que bon, le fait que le webinaire soit enregistré, il y aura moyen que ce soit revu, c'est ça, par Oui, les tout à personnes fait, qui oui. voudront. Et ça me paraît tout à fait utile. Je pense que ça peut aider justement les gens qui vont partir en vacances à envisager les situations
de façon à déjà être clair dans cette approche des différents problèmes qui peuvent se présenter. Mais anticiper, Se oui, présenter, oui. anticiper. Apprendre aux enfants à nager, ça c'est essentiel. Et puis ne jamais perdre de vue qu'un enfant, il faut le surveiller impérativement, il faut le surveiller. Euh, voilà. Et l'éduquer, c'est aussi le surveiller, lui apprendre à faire attention à lui. Oui, tout Des à petites fait. La choses comme ça. prévention, c'est aussi l'éducation C'est à ça. la fois pour soi et aussi évidemment pour les autres. Alors, ça peut être des enfants, mais ça peut aussi être des adultes ou des personnes âgées. C'est aussi l'idée de ce webinaire de Tout transmettre à des fait. messages de Tout à fait. prévention et de façon à ce que les participants puissent être par la suite des relais. Donc, Absolument. nous vous invitons à, à transmettre tous les bons gestes qui ont été évoqués ici de façon à sensibiliser un maximum de personnes pour passer donc un été en toute sérénité. Et donc, en cas de doute, évidemment, j'imagine qu'il faut appeler le SAMU et ne pas aller aux Toujours. urgences. Toujours. C'est, j'imagine, aussi l'une des recommandations à retenir pour ce webinaire. Toujours. Eh bien, écoutez, je pense qu'on ne va pas rester là encore plus de temps. C'était très clair. Il n'y a pas particulièrement de questions par rapport à ce qui était évoqué. Donc, on va libérer les participants. On remercie une nouvelle fois les participants d'être présents. Merci beaucoup, Monsieur Le Bouffant, pour le temps que vous nous avez Je vous en accordé, prie. pour tous les conseils. Et puis, évidemment, vous l'avez dit, on vous souhaite à toutes et tous un bon été. Soyez prudents, restez protégés, soyez vigilants pour vous et pour vos proches. Et oui, profitez-en aussi. C'est une période aussi pour ça, pour se reposer, pour se ressourcer. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver pour une autre action de prévention virtuelle, donc un autre webinaire sur une autre thématique liée à la santé ou au bien-être, donc organisé par la Mutualité Française Bretagne. Merci beaucoup, Monsieur Le Bouffant, et à très bientôt. Au revoir, monsieur El Martali. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à toutes et tous.